Bonjour et bienvenue à Virage Vert. Aujourd'hui, on remplit notre estomac de nourriture locale et biologique. En effet, certaines personnes ont adopté des stratégies qui leur permettent de manger un peu plus local. C'est sûr que si on pense que certains aliments font jusqu'à 2600 km avant d'atteindre notre assiette, c'est bien mieux d'encourager les gens de chez nous et de manger des produits frais à l'année. Commençons donc par aller rencontrer Mme Viviane Moreau qui a écrit le livre « Comment manger local à l'année ». Bonjour Viviane, vous êtes l'auteure du livre « Cuisiner local toute l'année ». Alors, premièrement, pourquoi cuisiner local? La plupart des gens qui commencent à cuisiner local le font probablement par souci environnemental. Je sais que le mouvement locavore qui a commencé en Californie, justement, c'était par respect pour l'environnement, en choisissant des aliments très près d'où eux vivaient, alors ça leur permettait de diminuer la quantité de gaz à effet de serre qui était rejetée dans l'atmosphère. Parce que normalement, pour qu'un aliment arrive à notre table, on peut compter combien de kilomètres? À peu près 2500. Puis ça, on parle des aliments, même pas des aliments exotiques comme des ananas. Là. Même une simple pomme peut avoir parcouru 2500 km avant. C'est-à-dire qu'elle a fait Montréal-Percé, aller-retour, avant d'arriver sur notre table, quand on a des producteurs pas loin d'ici. C'est incroyable, oui, en effet. Donc ça, c'est une des bonnes raisons pour commencer. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres raisons. Une fois qu'on commence à manger localement, on se rend compte que les produits qui sont cultivés tout près de chez nous sont souvent plus nutritifs. Ils ont été cueillis à leur maturité plutôt que d'être cueillis avant terme pour être acheminés jusqu'ici. Ils regorgent davantage de minéraux et de vitamines à ce moment-là. Parce que quand les fruits et légumes sont récoltés avant terme, ils sont moins nutritifs. Exactement. Donc, alors, pour l'environnement, pour la santé, est-ce que c'est meilleur? Bon goût, non, mais côté satisfaction personnelle, je pense que moi, je trouve mon compte, ma famille aussi, parce qu'on finit par tisser des liens avec les agriculteurs de notre région. Alors, on va directement chez le fermier, on lui pose des questions, on apprend à connaître ses produits, à connaître sa famille, à connaître son méthode d'agriculture. Et puis, nous, on a des enfants, donc on les initie à ça. Alors, quand on dit qu'on mange les légumes de Katia, c'est beaucoup plus... c'est plus intéressant. Oui. Mais ça doit demander beaucoup de temps. Si vous allez faire la tournée, c'est pas tout le monde, on comprend les gens de travail et tout ça, ils n'ont peut-être pas le temps de manger local. Est-ce que c'est une raison pour laquelle les gens vont à l'épicerie et mangent tout ce qui se trouve? C'est drôle parce que moi, je me considère comme une personne relativement paresseuse. Alors, je pense que si c'était quelque chose qui me prenait beaucoup de mon temps, on ne serait pas lancé dans cette aventure-là. C'est sûr qu'il faut changer nos habitudes petit à petit. En y allant un petit peu à la fois, on finit finalement, au bout d'un an, d'avoir changé plein de nos stratégies d'approvisionnement. Puis on se rend compte que c'est pas plus de trouble que d'aller chez IGA le vendredi soir puis de tout prendre ce qui tombe sur notre main. Puis comment est-ce qu'on fait pour manger local? Est-ce qu'on peut manger local en s'approvisionnant dans une épicerie? Oui. Ça fait partie d'une de mes stratégies. Moi, j'utilise dans le fond toute une fourchette de stratégies pour maximiser l'apport de local dans notre panier. On ne mange pas 100 local, je pense que ça, c'est une utopie. Puis ceux qui voudraient manger 100 local, ils feraient face à beaucoup de privations. Donc, oui, l'épicerie est une des stratégies employées. On utilise les logos qu'on repère sur les emballages comme Aliments du Québec, qui nous signifie que l'aliment a été cultivé au Québec ou préparé au Québec, puis que, donc, il a moins voyagé que d'autres qui auraient été fabriqués aux États-Unis. Mais d'autres stratégies, par exemple, que j'aime beaucoup, il y a l'Écomarché à Belleuil, qui est maintenant une succursale à Sainte-Julie, une à Chambly. Alors, eux, c'est certifié, c'est 50 km du lieu où on va chercher notre épicerie. Les aliments n'ont vraiment pas voyagé beaucoup. Puis il y a une belle fourchette d'aliments disponibles, vraiment une belle gamme. Donc, l'Écomarché, si je comprends bien, là, on commande ce qu'on veut, mais c'est des producteurs locaux qui l'amènent à un point de collecte. Exactement. Okay. Alors, nous, on fait notre commande en ligne. C'est vraiment dans un confort absolu. Puis on choisit tous les ingrédients qu'on veut dans notre panier. Puis après ça, eux autres, ils nous livrent ça à un point de chute. Il y a des légumes selon la saison, il y a toutes sortes de victuailles, beaucoup de viande, des fromages, c'est très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on est allé à l'épicerie, on a reconnu les logos. Est-ce qu'il y en a plusieurs logos? Oui, il y a beaucoup de logos, puis il y en a qui portent à confusion. C'est très difficile, il faut vraiment savoir s'y repérer. Ça, c'est le genre de choses qui est expliqué dans mon livre, justement, parce qu'on va voir Bio-Québec, puis on va s'imaginer que c'est donc un aliment biologique du Québec, mais c'est peut-être pas nécessairement le cas.
C'est peut-être juste un aliment qui correspond à des critères d'évaluation, des normes, des certifications du Québec et qui est biologique, ce qui est déjà très bien, mais il n'a pas nécessairement été fabriqué ici ou élevé ici au Québec. OK. Donc là, on a appris à reconnaître les logos, on est allé à l'épicerie, on s'est inscrit à l'écomarché, mais l'écomarché, on n'a peut-être pas dans toutes les régions non plus. Non, effectivement. Et sinon, comment est-ce qu'on fait? Il y a d'autres stratégies, comme par exemple, pour les moins paresseux d'entre nous, faire notre potager. Mais les résultats sont pas toujours évidents non plus. Effectivement, effectivement. Un autre, dans le fond, c'est de faire la tournée des gens autour de chez nous. En Montérégie, on vit vraiment dans un garde-manger incroyable. Il y a des producteurs tout près de chez nous. Souvent, c'est un petit peu intimidant au début. On n'ose pas les approcher. On voit qu'ils ont mis une pancarte pour vendre leur dinde, mais on n'ose pas y aller. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait le premier pas, qu'on a rencontré ces gens-là, qu'on est reparti avec notre dinde chez nous, qu'on l'a dégusté, on a la piqûre, on y retourne. Puis ça fait aussi un contact humain à l'agriculture, parce que là, en épicerie, on n'a pas vraiment les gens qui sont derrière. On oublie qu'il y a des gens derrière qui produisent les fruits, les légumes ou la viande qu'on mange, tandis que là, en allant directement chez le producteur, bien, on peut avoir ce contact-là. On peut échanger, puis on peut obtenir de l'information. Une des choses qui est difficile en épicerie, c'est d'avoir de l'information, par exemple, sur les OGM. Alors ça aussi, c'est un aspect de santé important que les gens sont vraiment concernés par ça, mais ils n'ont pas l'information. Alors là, nous, on va acheter notre part directement chez le producteur. On lui demande quel genre de moulée, est-ce que tes porcs ils mangent ci, comment tu fais ton élevage, comment tu fonctionnes. Alors là, on a accès à l'information. C'est vraiment une façon facile, donc, d'avoir l'information en les fréquentant directement. OK. Une fois qu'on a compris où aller chercher notre nourriture, comment magasiner plus local, si on veut, bon, reste encore qu'il reste à la manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puis, quels sont les produits, là, d'ici, on est en novembre, les produits de saison? En ce moment, au mois de novembre, la période des grosses récoltes est presque terminée, mais on réussit encore à trouver des produits, des légumes intéressants. C'est encore la saison des poireaux, on voit encore beaucoup de brocolis du Québec sur les étalages des supermarchés. On peut aussi avoir fait des provisions nous-mêmes. Je veux dire, quand on se lance dans l'aventure, il faut aussi prévoir. On ne peut pas juste toujours aller du jour au lendemain sans faire de provisions. Alors, ça prend probablement un congélateur ou... Donc, on a congelé nos produits frais, puis... Oui. Est-ce qu'on peut faire des canages aussi? Des conserves, c'est une autre belle stratégie. Moi, je fais aussi beaucoup de déshydratation. Je déshydrate des aliments comme des tomates séchées ou des bleuets pour pouvoir les utiliser pendant l'hiver. Je congèle des fraises que j'utilise pendant l'hiver. Je congèle plein de choses aussi, des légumes. Je préfère, dans le fond, congeler des légumes comme des asperges qui sont disponibles au mois de mai puis m'en servir toute l'année que d'entreposer de la viande dans mon congélateur alors que la viande, elle est disponible à l'année longue. Alors, le brocoli, les poireaux, on connaît ça, mais il y a plein d'autres choses étranges qui sont produites au Québec. Je pense aux courges, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Oui, il existe une infinie variété de courges. Il y en a même qui ont l'air particulièrement bizarres, mais dans les faits, ils ont un goût très semblable. Bien, pas semblable, mais il y en a qui vont être un peu plus musquées, d'autres un peu plus douces. C'est vraiment un fruit intéressant à découvrir, surtout que c'est extrêmement versatile. Moi, je suis vraiment tombée en amour avec les courges. On peut faire toutes sortes de choses avec ça. On peut faire des potages, des muffins, des gâteaux, des pains. On peut aussi les dissimuler dans certaines recettes que nos enfants connaissent déjà, comme le spaghetti. Justement, c'est un bon moment. En ce moment, je sais qu'il y a des gens qui ont gardé leur citrouille. C'est un bon moment pour les cuisiner. On peut les couper en petits dés, les passer dans un spaghetti. C'est vraiment un légume qui se dissimule bien puis qui renferme une tonne de nutriments. C'est vraiment un légume mal connu. Donc ça, les courges, effectivement, sont un peu mal connues, mal aimées, je dirais, les pauvres. Mais pourtant, ça pousse au Québec. On en a plusieurs. C'est un légume qui pousse très bien au Québec, même dans des conditions moins bonnes, comme l'été pluvieux qu'on a eu cette année. Alors oui, puis ça se conserve longtemps aussi. C'est ça un avantage de la courge, c'est qu'en ce moment, on peut les avoir dans notre cuisine jusqu'au mois de janvier, mois de février. Elles vont nous attendre jusqu'à temps qu'on soit prête à les cuisiner. Pas besoin de les mettre en canne, pas besoin de les congeler. C'est vraiment un bon fruit pour la saison hivernale. Donc, on va changer la dinde de Noël pour la courge de Noël? Non. Mais il y a d'autres choses. Vous avez fait un livre de recettes avec pour nous aider à cuisiner local. Puis, on parlait de topinambour et d'autres ingrédients étranges. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Oui, bien, dans plusieurs ont déjà adopté la stratégie d'approvisionnement avec le panier bio. Donc, ça veut dire qu'eux ont souvent des surprises dans leur panier, comme justement des topinambours ou de la fleur d'ail dont vous parliez tantôt.
Donc oui, il faut pallier à ça puis trouver des recettes innovatrices. Alors moi, mon secret, c'était que j'allais beaucoup sur Internet pour trouver des recettes intéressantes puis pas trop hors de l'habituel, là, parce que dans le fond, les enfants sont toujours un peu plus rébarbatifs aux changements puis aux nouvelles choses. Alors le topinambour, ça, c'en est un bel exemple. Ça a un goût quand même assez subtil. Ça goûte un peu la patate. On peut faire des purées de ça pour accompagner des viandes. On peut le couper en dés. J'en ai fait des hors d'œuvre aussi. Ça a un goût un peu noisetté. C'est vraiment... En fait, à l'allure, on dirait un mélange entre un radis et une patate. C'est ça. Bien, c'est ça. Mais ça a un goût subtil. On ne peut pas dire que c'est vraiment fort comme un radis, mais c'est un petit peu noisetté. OK. Quels autres ingrédients vous utilisez peut-être dans vos recettes qu'on connaîtrait moins? OK, bien, une autre des choses qu'on connaît moins, c'est la graine de chanvre écalée. Alors ça, ici, c'est quelque chose que j'aurais jamais acheté dans une épicerie, ne sachant pas quoi faire avec. Mais lors, justement, d'une foire agricole, les gens qui cultivaient la graine de chanvre étaient là sur place, puis étaient là pour nous faire déguster, puis pour nous expliquer à quoi ça sert. Alors ça, c'est aussi une autre... Puis ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors ça aussi, ça remplace bien les noix. Nous, au Québec, on est un petit peu dépourvus de ça. On n'a pas beaucoup de noix locales. Puis c'est tellement bon, les noix. Alors ça, on peut en mettre ça dans nos biscuits. Surtout aussi les enfants qui ont des allergies à l'école ne peuvent pas amener des noisettes ou des noix, tout ça. Alors on était avec ça dans nos muffins et biscuits. Je m'en sers pour faire mon pesto. OK. Des noix de pain locales. Oui, c'est ça. Il y a peut-être juste un arbre dans la région qui fait des noix de pain. Alors non, ici, les graines de chanvre peuvent remplacer les noix de pain moulues finement parce que ça a un goût de noisette. C'est très, très bon. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, quand vous dites que vous essayez majoritairement de manger local, qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver? Donc, le plus difficile, ça a été vraiment la moutarde forte de type Dijon. Jusqu'à cet été où j'ai lu un article dans la presse où le journaliste indiquait que, selon un de ses curieux hasards, la graine de moutarde était élevée au Canada, était cultivée en grande quantité, mais qui a été acheminée ensuite en Europe pour être transformée puis réacheminée ici. Alors, c'en est un autre exemple de choses contrariantes là, quand on essaie de s'alimenter localement puis qu'on réalise Parce que là, on est fait plus de 2600, là, on s'est 6000 km jusqu'en Europe pour revenir. C'est presque un 12 000 km pour notre moutarde. Exactement. Alors là, je me suis mise sur Internet et puis j'ai cherché des producteurs de moutarde locaux qui fait... Alors, c'est peut-être pas du Québec, mais c'est du Canada, puis c'est déjà moins loin que d'avoir fait le voyage aller-retour jusqu'en Europe. Maintenant, on a de la moutarde dans la maison. C'est bon. Puis dans les recettes, donc dans votre livre, vous nous présentez là, plus d'une centaine de recettes. Comment est-ce que vous faites pour créer des recettes? Est-ce que c'est vous qui les avez créées? Est-ce qu'elles proviennent d'Internet? Comment est-ce qu'elles ont été modifiées pour intégrer des éléments locaux? Comment on fait pour créer une recette dans un livre de recettes? Oui, effectivement, c'est tout un défi parce que quand on entreprend de s'alimenter localement, il faut un petit peu commencer à travailler à l'envers. Alors qu'on est habitué de prendre une recette puis d'aller chercher les ingrédients pour faire cette recette-là, alors là, il faut fonctionner avec l'offre qui est disponible sur le marché. Alors, on va chercher les ingrédients, on regarde ce qu'on a dans notre réfrigérateur, dans notre garde-manger, ensuite on cuisine. Alors, ça prend un peu plus de souplesse, puis ça prend des bonnes ressources. Moi, j'ai utilisé beaucoup Internet. Il y a aussi une belle revue qui s'appelle Saveurs d'ici, qui présente des aliments locaux disponibles à l'année, paraît 4 fois par année, puis elle nous donne des bonnes stratégies pour apprêter les asperges, les fromages à chèvre, tout ce qui est dans le fond disponible dans notre région. Puis est-ce que... Donc vous, ça fait combien de temps que vous avez fait le virage local, disons? Ça fait à peu près 2 ans. Puis est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus d'enthousiasme, d'engouement pour manger plus localement? Oui, on entend beaucoup parler dans notre communauté. On sent aussi que les agriculteurs ils ont beaucoup plus de soutien de la population, puis qu'il y a plus d'entreprises qui commencent à offrir leurs produits, beaucoup plus de disponibilité, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui aimerait peut-être essayer de manger de façon un peu plus locale? Ce serait d'y aller graduellement, de ne pas prendre tout ce qui est dans notre garde-manger puis de le jeter ou de virer ça aux oubliettes, de quand même d'y aller doucement en transformant par exemple l'huile d'olive par de l'huile de tournesol, en transformant le sucre raffiné blanc par du sucre d'érable. Toutes sortes de transformations subtiles comme ça qui peu à peu vont faire en bout de course qu'on va avoir un garde-manger local. Ça va juste faciliter nos efforts au quotidien. Bien, merci beaucoup. Alors, on souhaite bon appétit pour la période des fêtes qui s'en vient. Merci. C'est quoi les actions que tu poses pour manger plus sainement? Plus sainement, je coupe le resto. J'achète plus à l'épicerie, tout simplement. Puis je fais attention à ce que je mange, là. Oh mon Dieu, je mange pas de McDo. Je me force, j'essaie d'acheter des légumes, des fruits. Il y a des nouvelles barres qui annoncent à la télévision aussi, qui sont les Ken... Je me souviens plus du nom, mais en tout cas, sont très bonnes et sont saines.
En fait, j'achète de la nourriture biologique et surtout manger plus sainement. La nourriture biologique, j'essaie d'avoir mon propre petit jardin chez moi. Je fais pousser mes propres épices. Donc, c'est ça, je fais attention, vraiment attention à la nourriture. Vu que je suis en appartement, ça coûte beaucoup plus cher, fait que j'arrête d'acheter des chips au moins. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est sûr que aujourd'hui, de toute façon, à l'épicerie, il y a plein d'affaires qu'il y a beaucoup moins de calories dedans, puis tout ça. Fait que de toute façon, même si je voudrais moins faire attention, je pense que le gouvernement puis les compagnies ont fait des actions eux-mêmes pour que nous-mêmes, on puisse manger plus sainement, là, je pense. Là. Depuis plusieurs années, la garderie Franquette-la-Grenouille à Chambly a mis sur pied une garderie bio, c'est-à-dire que tous les aliments ou presque proviennent d'une ferme locale. Allons donc rencontrer les responsables et voir comment les petits mousses se nourrissent et se régalent de fruits et de légumes d'ici. Le projet Garderie Bio a commencé en fait dans les premiers débuts de la garderie, c'est-à-dire en 99, où un groupe de parents a parti le projet d'avoir un centre de la petite enfance qui avait une orientation vert. Donc dès le départ, on avait des goûts de sensibiliser les enfants à l'environnement de différentes façons. Et une des façons était d'avoir une alimentation biologique. Par contre, le projet a vraiment vu le jour par la suite avec Équiterre, qui eux ont débuté le projet par projet pilote de garderie bio. En fait, ça consiste exactement, le projet garderie bio, à se fournir en légumes et en fruits par période saisonnière de fournisseurs locaux et biologiques. Donc avec des fermes locales qui ont une vocation biologique. En fait, on sensibilise les enfants, mais surtout du fait que les légumes proviennent de chez Papy. Parce que Papy s'installe ici pour faire la livraison, parce que les parents ont aussi la possibilité de devenir partenaires. Donc la livraison pour toute la municipalité et les municipalités avoisinantes se fait ici au CPE. Donc déjà, les enfants voient un monsieur qui vient porter des légumes et dès le départ, on a dit, bon, c'est Papy. On leur a présenté Papy aux enfants qui ont développé un lien assez important. Par la suite, on a fait des dessins à Papy. Par différentes activités, les éducatrices vont expliquer qu'est-ce que c'est un légume biologique et pourquoi c'est différent un peu de ce qu'on peut retrouver ailleurs qu'au CPE. Donc, on leur explique comme ça. Puis nous aussi, on a des jardinets, donc c'est une belle façon de leur expliquer parce que nos jardins sont biologiques, évidemment, ici. Et déjà, là, on dit que nous, on a des petits jardins, mais que Papy, lui, en a plein, puis beaucoup plus gros que les nôtres, et qu'il doit travailler très, très fort pour faire sa cueillette de légumes à chaque année. Puis bien, quand on donne les légumes, évidemment, on fait toujours à la blague là, que ça vient de chez Papy. Puis souvent, ils vont dire « Merci, Papy! » Mais c'est un peu comme ça qu'on l'apporte avec les enfants. Oui, c'est important pour moi de participer au programme biologique en garderie, surtout premièrement parce que ça encourage nos fermiers d'ici, de la région du Québec et de la région près d'ici. Et puis pour la santé des enfants aussi, c'est naturel, il n'y a pas de pesticides, de produits chimiques dans nos bons légumes et nos bons fruits. Ça reste quand même assez traditionnel, là, les légumes et fruits qu'on utilise. C'est surtout des fois dû aux allergies aussi des enfants. Un légume qui est totalement nouveau, que personne n'a essayé, des fois on ne prendra pas la chance tout d'un coup qu'un enfant qui ferait une réaction allergique ou des choses comme ça avec, comme les fruits, tous les fruits exotiques, ben on n'en prend pas. Donc c'est juste comme mettons les kiwis, on a des allergies aux kiwis, donc on essaye de limiter, faciliter aussi ma tâche avec les allergies. La réponse des parents à ce projet-là a toujours été assez positive. C'est pas sans vous cacher qu'il y a eu des sceptiques dans les années, à savoir est-ce que ça a un impact important auprès des enfants de recevoir des légumes biologiques. Est-ce que c'est un projet qui va coûter plus cher? Est-ce que c'est un projet qui est nécessaire? Mais je vous dirais qu'on a
On a réussi à convaincre les incertains du bénéfice de ça. Dans le cas de Franquette la grenouille, on peut en résulter une super belle expérience parce que je pense que si un autre CPE voulait revivre cette même expérience-là, il y a plusieurs étapes à travers lesquelles passer, c'est-à-dire de s'assurer que le milieu est aussi en accord à ça et sensibiliser à l'importance de nourrir adéquatement les enfants avec des légumes ou des fruits où il n'y a pas de présence de pesticides, d'insecticides. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, évidemment, c'est de s'assurer qu'avec la cuisinière, c'est quelque chose qui est possible. Comment on peut revoir les menus, comment on peut revoir le fonctionnement. Il faut évidemment avoir un fournisseur en fruits et légumes bio et ne pas avoir peur de s'asseoir, de discuter de notre vision, comment ça pourrait fonctionner, comment on peut adapter notre milieu à cette réalité-là d'une ferme biologique et vice-versa. Comment la ferme peut s'adapter à nos besoins en tant que CPE. Mais le plus important, je pense, c'est d'y croire. Parce que dans notre cas, ça a été un succès parce qu'on y croyait réellement. Puis on a décidé de se réorganiser puis de faire en fonction que les enfants pourraient bénéficier de cette réalité-là. Toute l'équipe de Virage Vert vous invite à nous faire part de vos commentaires ou suggestions en communiquant par téléphone au 450-464-7605 ou en écrivant par courriel à l'adresse suivante tvr9@videotron.ca. Pour toute autre information, consultez en tout temps le site internet www.tvr9.org. De plus en plus, on constate des maladies sérieuses chez les êtres humains. Des maladies occasionnées, causées par l'utilisation en surabondance, l'utilisation de pesticides, que l'on parle d'herbicides, de fongicides, de larvicides, enfin tous ces produits qui sont hautement toxiques. Bien sûr, il faut faire une différence entre l'intoxication aiguë et l'intoxication chronique. Bon, l'intoxication aiguë se libère assez facilement ou rapidement, si vous le permettez. Par contre, une intoxication chronique, on ne la prend seulement que 25-30 années plus tard, malheureusement. Les gens du service de paysagement qui utilisent des pesticides n'ont pas de protection, pas de masque, pas de lunettes, pas de chapeau imperméable, enfin tout ce qu'il faut pour se protéger. Alors, les conséquences sont très graves. Par exemple, il y a quelques années, l'Université McGill nous a dit que 30% de la maladie de Parkinson serait causée par un insecticide que l'on appelle le malathion, qui a un DL50. Mais que veut dire cette expression de DL50? DL veut dire dose létale. Alors, dose létale, ça veut dire qu'on approche de la mort, on tombe en léthargie, et la mort est peut-être pas loin. Et le chiffre 50, plus le chiffre est petit accordé à un insecticide ou à un pesticide, plus le chiffre est petit et plus il est dangereux. Donc, DL50, 50 veut dire que ça va être 50 mg par kilogramme de chair vivante qui peut tuer soit l'être humain ou des animaux tels que les souris, les rats et combien d'autres. En 1994, la province de Québec a émis un règlement sur l'utilisation des pesticides. La première ville au Québec qui a adopté ce règlement pour l'interdiction d'utilisation de pesticides comme cosmétiques, c'est-à-dire votre pelouse, vos fleurs, vos arbustes, etc., ça a été la ville de Hudson, qui est dans l'ouest de Montréal. D'autres villes ont suivi, particulièrement la ville de Belleuil, la ville de Otterburn Park, Saint-Hyacinthe aussi, et combien d'autres, ville d'Anjou. La ville de Montréal même s'est sentie obligée d'accepter et de respecter ce règlement. Le problème a causé des malheurs partout, à la santé humaine, à la santé animale et à la santé aussi des insectes, sans oublier la flore et la faune. C'est absolument important. Combien de biologistes nous ont prouvé qu'ils ont retrouvé des poissons avec des corps complètement difformes? On ne parle pas de l'océan Atlantique, on parle par exemple de notre belle région de la Montérégie, dans le Richelieu. Il y a des biologistes
Il y a des pêcheurs qui ont trouvé des poissons avec des allures plutôt bizarres. Et pourtant, ce n'était pas l'époque de l'Halloween, loin de là. Alors, prudence dans l'utilisation des pesticides. Et ce n'est pas d'hier, ça fait à peu près une 50aine d'années que ce problème existe. Il est grand temps pour nous tous et pour la planète entière de réduire ça. Aujourd'hui, je suis à la ferme florale botanique de Saint-Bruno et justement, à cet endroit, il y a ce qu'on appelle la lutte intégrée. Donc, on a éliminé les pesticides chimiques. On utilise des produits tels que le Bacillus thuringiensis, qui est un produit pathogène qui va enrayer certaines maladies, mais qui est tout à fait naturel. Et nos plantes s'en portent très, très bien. Je me battais il y a 30 ans en prévenant les gens. Mais 30 ans, il y a 30 ans, c'était loin et pourtant c'était juste avant-hier. Merci. C'est ce qui termine notre émission de Virage Vert. Au prochain épisode, nous verrons comment on peut passer un Noël un peu plus écologique et équitable. D'ici là, je vous souhaite de prendre le virage vert.